Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Patriotes, ancien vice-président du Front National, en rupture depuis presque un mois maintenant. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé hier une loi pour recalculer les prix agricoles. Est-ce que c'est la bonne formule ou est-ce que ça repousse encore les problèmes des agriculteurs ? Je crois que malheureusement, ce ne sera pas à la hauteur de la crise. On sait qu'il y a aujourd'hui un paysan français sur 3, un tiers, qui vit avec moins de 350 € par mois. Donc c'est vraiment une crise extrêmement profonde, sans parler des problèmes de suicide dans le monde agricole qui sont absolument énormes et qui sont inadmissibles. Moi, je crois qu'il y a des principes simples qu'on doit se poser. D'abord, le prix doit être rémunérateur. Mais pour que le prix soit rémunérateur, il faut un minimum de régulation. Et les dernières versions de la PAC ont dérégulé complètement les prix. On a par exemple supprimé les quotas laitiers totalement en 2015. C'est la PAC qui est responsable ou il y a d'autres raisons L'évolution nationales? de la PAC. La PAC, c'était bien au début. Et puis ça a évolué vers en fait plus rien. C'est simplement un grand marché dérégulé. Donc il faut mettre en place une vraie politique agricole française qui puisse redonner du prix rémunérateur. Vous savez, les agriculteurs, quand vous les rencontrez, vous disent des choses simples. Ils vous disent on veut simplement vivre de notre boulot. Pas forcément de subventions. Les subventions peuvent être là quand il y en a vraiment besoin, mais vivre de son boulot, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que ce soit pour des éleveurs, que ce soit pour des producteurs. Deuxièmement, une agriculture de qualité et de proximité. Le problème de la PAC, c'est qu'elle nous a emmenés vers un modèle qui, structurellement, ne peut pas être le nôtre. Nous sommes un pays plus grand que l'Allemagne ou la Belgique ou les Pays-Bas qui sont obligés de faire de l'ultra-intensif, parce que ce sont des pays denses, ce sont des pays petits où il y a beaucoup de population. Donc par définition, ils ont fait de l'ultra-intensif. Nous, on peut se permettre de faire différemment. On est un grand pays avec une densité plus faible. Donc on peut faire de la proximité, de la qualité et rémunérateur. Donc c'est vraiment un modèle agricole. Mais il faut arrêter pour cela d'être soumis à la PAC et il faut arrêter les grands traités de libre-échange qui affaiblissent notre agriculture. Je pense au CETA, notamment avec le Canada, ou avec la Nouvelle-Zélande ou d'autres. Et il y a un problème avec la grande distribution aussi ? Oui, bien sûr, il y a les questions des marges. Mais là, le bras de fer n'est pas fait parce que la grande distribution est très puissante. Et donc là, il faut un État. Il faut un vrai État qui ne soit pas soumis au lobby et qui dise « Attendez, vous avez des marges fabuleuses, même si votre publicité, votre communication dit l'inverse, évidemment, vous étranglez les petits et notamment les paysans. Et là, il faut aussi que la loi frappe, la loi soit là, parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. » À propos d'État, le préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été limogé avant-hier et remplacé hier par le préfet de PACA à cause des dysfonctionnements, entre guillemets, c'est le terme officiel enregistré l'autre jour avant le meurtre des 2 jeunes filles à Marseille. Vous êtes haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur à l'origine. Est-ce que c'est une bonne réponse à ce qui s'est passé, le limogeage du préfet ? Moi, je ne suis pas choqué qu'on fasse partir un préfet. Après tout, ils sont là pour ça. Puis ils ne se retrouvent pas sans rien. Les choses sont prévues. Sans affectation pour l'instant, oui, mais ça ira bien. Bon, je comprends que ce soit un peu traumatisant pour lui, mais c'est comme cela. Ça fait partie du métier. Maintenant, ça ne peut pas être la seule réponse. Il y a eu un vrai dysfonctionnement qui s'est traduit in fine par un drame. Voilà, c'est-à-dire un non-placement en centre de rétention. Exactement. Et puis le drame de Marseille 2 jours plus tard. Et peut-être une personne qui n'était pas là pour faire la signature à un moment. Mais on ne peut pas en accabler simplement le préfet. C'est un dysfonctionnement de toute la chaîne. Et notamment, vous savez, quand on a mis en place la RGPP dans les préfectures et les sous-préfectures ont été vraiment des variables d'ajustement. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. La révision générale des politiques publiques sous Sarkozy. Et on a saigné. On avait saigné aussi la police, la gendarmerie, mais on a aussi saigné les préfectures et les sous-préfectures. Alors ça s'est peut-être moins vu au départ, parce que ce sont des personnels administratifs, mais ça finit toujours par se payer. Et à un moment, quand il n'y a plus la personne au bon endroit, au bon moment pour faire la bonne signature, ça peut entraîner un drame. Voilà, donc il faut quand même... un problème d'effectif ou un problème d'affectation d'effectif, des il faut le dire. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'il y a maintenant un problème. Les services de l'État sont souvent à l'os. Et il y a un problème tout bêtement parfois d'effectif. Je l'ai vécu moi. Et puis un problème d'organisation. Et puis plus généralement un problème de laxisme. Quand on entre illégalement en France, de manière clandestine, on a de très grandes chances de pouvoir y rester. Ce qui est totalement inimaginable, normalement, vu la loi de la République. Ces problèmes d'effectifs, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez soutenu le mouvement de grève des fonctionnaires avant-hier ? Oui, notamment. Vous êtes en voie de gauchisation ou pas ? Non, ceux qui m'écoutent attentivement savent que je n'ai jamais varié sur ces questions-là. Oui, on a même appelé nos adhérents patriotes qui étaient concernés à aller manifester s'ils le souhaitaient. Il faut s'impliquer dans le mouvement social quand il nous paraît juste. Or, il nous paraît juste, remise en cause du service public. 120 000 fonctionnaires de moins sur les 5 prochaines années, alors qu'on en a déjà supprimé beaucoup. Où est-ce qu'on va les prendre ? Dans l'hôpital ? Dans l'enseignement ? Dans l'armée ? Dans la police ? Dans la gendarmerie ? Dans la justice ?
dans les préfectures, enfin on voit bien que ça n'est pas jouable. Là où ce serait jouable, ce serait de demander à des grosses collectivités de faire des efforts, collectivités locales. Mais on peut le faire à leur place. Là où il y a eu beaucoup d'embauches ces dernières années, oui, effectivement. on peut le faire à leur place. On peut tout simplement programmer la suppression des régions comme structure administrative et la suppression des intercommunalités comme structure administrative. 3 niveaux. Et qu'est-ce qu'on fait des fonctionnaires qui sont en place? Ils iront à terme, certains ne seront pas remplacés. Certains à terme ne seront pas remplacés, mais sinon ils iront vers les nouvelles collectivités qui reprendront leurs compétences. Si c'est de la proximité, par exemple les lycées, vers les départements. Si c'est du stratégique, par exemple le transport ou l'aménagement du territoire, ils iront vers l'État. Mais ça fera de sérieuses économies et une meilleure organisation, plus transparente, plus démocratique. Alors vous êtes parti en guerre, en bagarre contre la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'hymne européen et le drapeau européen. Vous allez jusqu'à parler de torchon pour le drapeau. Est-ce que ce n'est pas un peu fort quand même comme appellation? Non, parce qu'il a été... Pourquoi torchon? Parce que je n'aime pas lui mettre le terme de drapeau que je réserve à notre drapeau national qui est dans l'article 2. Vous pourriez dire quoi? Emblème Moi je dis torchon, mais voilà, d'autres pourront dire autre chose. Mais moi, il est le drapeau national comme la Marseillaise est dans l'article 2, titre 1 de la souveraineté. Bon. Il n'y a que celui-là. C'est pas parce que le président Macron ou le roi Macron va déclamer qu'il reconnaît le drapeau et l'hymne européen de l'Union européenne. Comme 16 autres pays de l'Union européenne qui l'ont déjà que ce sera le cas. Je ne sais pas parce que Macron le dit que ça a une quelconque valeur juridique, ça n'a aucune valeur juridique. Surtout, je suis très choqué. Pourquoi il le fait alors? Mais il le fait parce que... C'est du symbole, parce que Jean-Luc Mélenchon a protesté contre la présence du drapeau dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas, et d'ailleurs on n'aurait pas dû laisser ce combat à Mélenchon. Moi, ça fait des années que je réclame que, évidemment, le drapeau de l'Union européenne n'a rien à faire à l'Assemblée nationale, mais il n'a rien à faire sur les bâtiments officiels en général. De même qu'on ne doit pas, normalement, faire résonner l'hymne de l'Union européenne lors d'événements officiels ou lors des JO, comme le souhaite le président Macron, tout simplement parce que les Français ont voté là-dessus. En 2005. Tout à fait, lors du référendum. Du texte, ouais. Exactement. Cet hymne et ce drapeau étaient dans le texte rejeté par les Français par référendum en 2005. Alors je sais que ce référendum a déjà été bafoué une fois par le traité de Lisbonne. Macron veut trahir une deuxième fois la parole des Français, enfin le vote des Français. Et ça n'est pas admissible. Donc déjà, mettons un peu plus le drapeau français. Vous savez, on le met peu. On est un des rares pays où on voit assez peu de drapeaux français quand on se balade. Soyons déjà fiers de notre drapeau, apprenons-le à nos enfants, mettons-le dans les écoles, et vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux pour tout le monde. Et puis ensuite, s'il s'agit de reconnaître tous les drapeaux des organisations internationales auxquelles la France appartient, alors on n'a pas fini, parce qu'il y en a beaucoup. Vous disiez on n'aurait pas dû laisser ce combat à Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez dire que les élus Front National, vos anciens partenaires du Front National, n'ont pas été audibles là-dessus? Et qu'ils auraient dû le faire? Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi ils sont pour l'Europe maintenant? J'ai vu un revirement extraordinaire du Front National qui ne m'a pas surpris. Ça a été une des raisons de mon départ. On m'a fait partir pour ça et je suis parti aussi pour ça, si vous laissez. Oui, il y a eu un revirement total du Front National sur l'Union européenne. Là, récemment, où maintenant on dit, je crois que c'est leur stratégiste qui dit c'est notre nouvelle ligne euro-réformiste, on va réformer de l'intérieur, on fera un traité simplifié, a dit Marine Le Pen. Simplifié, oui. Pour reprendre le mot d'ailleurs de Sarkozy en 2007, tout simplement. On a vu ce que ça a donné le traité de Lisbonne. Et puis ça s'appelle la réforme intérieure de l'Union européenne, ce qui est infaisable, vu les règles des traités, et c'est surtout ce que promet l'UMPS depuis des années. Alors va-t-on être obligé demain de parler du MPS-FN ? Je ne pensais pas en arriver là un jour, honnêtement. Mais moi, je suis parti, je fais les patriotes, c'est leur affaire. Nous, on sait ce qu'on veut. Nous, on veut un Frexit organisé. Voilà, nous, on veut l'indépendance nationale dans la coopération avec le monde entier. C'est-à-dire qu'on veut le meilleur pour la France, on veut aussi le meilleur pour l'Europe. Et le meilleur pour l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne, c'est la coopération intelligente d'avenir du XXIe siècle sur des projets concrets entre nations libres, entre nations européennes. Je suis d'ailleurs aussi favorable, évidemment, à une coopération mondiale, pas simplement en Europe. Comment les patriotes peuvent-ils exister alors qu'il y a sans doute des patriotes qui sont toujours au Front National et qu'il y a des souverainistes chez Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce qu'en s'éclatant comme ça, on ne risque pas de faire 2% la prochaine présidentielle? Il y en a bien ailleurs aussi. Et ailleurs? Il y en a aussi à la France Insoumise, il y en a probablement encore chez les Républicains, qui auront constaté d'ailleurs que le seul candidat gaulliste, M. Aubert, n'a pas pu avoir les parrainages, effectivement. Ce qui prouve que le gaullisme a déserté les instances des Républicains. Donc je crois que les électeurs ou les militants des Républicains, encore gaullistes, encore souverainistes, verront ce qu'il en est. Je les appelle à nous rejoindre. Alors comment exister en étant dispersé? On est un point de ralliement. Déjà, nous, on n'est pas dans la dispersion puisqu'on autorise la double, la triple, la quadruple appartenance. Avec un autre parti, on n'a aucun problème avec cela. On n'est pas un parti ancien. On est un point de ralliement des patriotes.
Et deux, en étant clair, voilà, nous on n'est pas là pour mentir aux gens. Si vous voulez plus de prospérité, de justice sociale, de lutte contre les inégalités, mais aussi de sécurité, de défense de ce qu'est la culture française, la voix de la France, son rayonnement, on a besoin d'une France libre. Voilà, on a besoin de faire vivre le patriotisme français, qui est tout sauf un concept ringard. Il faut expliquer que le patriotisme français, c'est moderne, c'est l'avenir, qu'on peut l'adjoindre à tous les nouveaux combats, toutes les nouvelles luttes du XXIe siècle, et tous les nouveaux projets, tous les nouveaux progrès de ce siècle. Mais un rapprochement avec, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, ça peut être à l'ordre du jour? Travailler avec lui doit être à l'ordre du jour. On s'est déjà vu, on va se revoir. Je crois qu'il est au Québec en ce moment. On va se revoir, mais je compte bien aussi voir d'autres personnes. Alors il y a les chefs de file que vous connaissez, mais le but n'est pas simplement une discussion entre chefs à plume. C'est surtout sur le terrain. On a nommé hier nos 17 premiers référents départementaux. Donc les représentants des patriotes dans les départements, eh bien, ils auront la mission d'aller tendre la main à tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, de droite ou de gauche. Merci beaucoup Florian Philippot, bonne journée.